Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment prendre en main un puppet complet. Nous verrons ça à travers un exercice de saut en suivant une méthodologie efficace pour travailler en animation cutout. Pour faire ce cours, je me suis inspirée d'un exercice que propose le site d'apprentissage de Toon Boom Harmony. N'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il y a plein d'excellents tutoriels. Il vous suffit d'indiquer le mot-clé de ce que vous cherchez dans la barre de recherche. Sélectionnez bien le bon logiciel pour affiner la recherche. Sur cette page, vous avez des vidéos où des intervenants de Toon Boom vont vous expliquer plein de choses sur le logiciel. Et via cette page, vous pourrez également télécharger le modèle que j'utilise pour mes cours. Si vous voulez suivre l'exercice ou vous exercer chez vous, cliquez sur Download Material. Attention que vous téléchargerez un dossier compressé. Il faudra d'abord bien dézipper le dossier avant de l'ouvrir, sinon vous risquez d'avoir des problèmes d'affichage du modèle. Et ensuite, pour lancer la scène, lancez bien le fichier .stage. Donc voici un puppet complet. Déjà, chaque puppet est différent en fonction de son rig, en fonction de la production. Donc c'est intéressant d'essayer plusieurs modèles pour pouvoir bien les prendre en main. Pour commencer, déjà, quand on vient d'ouvrir une scène et qu'on a un puppet qu'on n'a jamais utilisé, c'est pas mal de tester un peu quelles sont les possibilités. Si vous vous souvenez, pour attraper quelque chose, il suffisait de cliquer sur le premier dessin et puis on appuyait sur B. Avec B, on remontait l'arborescence, ça nous permettait de venir attraper des éléments dans le rig. Mais pour voir également quel genre de rig on a sur le modèle, c'est toujours intéressant de cliquer sur la première clé ici pour être sûr de bien avoir tout le modèle de sélectionner. Et puis on peut venir cliquer ici sur Show Selected Deformers pour afficher les déformeurs disponibles. Donc ici je peux voir différents déformeurs, je vois que j'en ai sur les bras, le corps, etc. Donc, par exemple si je veux plier le bras sur ce modèle, alors je clique, j'appuie sur B pour remonter l'arborescence. Je peux déplacer le bras avec la rotation et puis je peux bouger les déformeurs pour le plier. Attention qu'étant donné que c'est des dessins en vectoriel, vous allez pouvoir vraiment déformer comme vous le souhaitez et on va très rapidement perdre notre modèle. Donc pour éviter de perdre un modèle, je vous conseille de toujours placer l'élément dans l'angle voulu avant de le plier. Par exemple, voilà, si je voulais que mon bras soit plié pour faire coucou, et bien avant de commencer à le déformer et puis le replacer et puis encore le déformer et de potentiellement complètement perdre le modèle, je vous conseille de d'abord le placer dans l'angle et ensuite seulement de le déformer. Donc voilà, c'est toujours intéressant de prendre en main avant de commencer à animer pour voir un petit peu ce qui est possible de faire avec son puppet. Donc ici, ce qui nous intéresse dans cet exercice, ce sera de faire un saut avec ce personnage. Et donc dans un premier temps, on va mettre ce puppet de côté et tester l'animation d'abord en animation traditionnelle. Donc c'est un peu une fausse croyance de penser que en animation cutout, on va entièrement se passer d'animation traditionnelle. Bien sûr c'est possible, mais le résultat va toujours être extrêmement pauvre si on ne se repose sur rien du tout. Moi ce que je vous conseille, c'est de toujours vous reposer sur le dessin et sur l'animation traditionnelle en faisant un petit croquis préparatoire. Ainsi vous verrez où vous voulez aller, donc en pensant d'abord rien qu'au mouvement. Une fois que votre mouvement fonctionne, seulement à ce moment-là, on essaiera de calquer la puppet dessus. Donc pour partir sur de l'animation traditionnelle, pour faire notre petit croquis préparatoire, je vous fais un rapide rappel. On peut créer un nouveau layer de dessin ici via la timeline avec le petit plus. Ensuite, je viens chercher le Create Empty Drawing pour me créer mon premier dessin. Et sur ce dessin, je vais commencer à dessiner mon personnage neutre. Alors pour allonger ici l'exposition, je me mettais à la fin, on appuie sur F5. L'Onion Skin, je rappelle qu'il n'est peut-être pas actif directement dans votre interface, mais vous pouvez l'appeler à tout moment ici avec le petit plus, Onion Skin, et ainsi vous pourrez modifier votre Onion Skin. Par défaut, il est mis by frame, c'est-à-dire qu'il va afficher les frames avant et après, mais nous, ce qui nous intéresse tant qu'on est en animation traditionnelle, c'est de le mettre by drawing pour qu'il vérifie les dessins avant et après. Alors, quand on réfléchit à l'animation, c'est toujours bien de commencer par les poses clés. Je vous conseille de ne pas partir comme ça, image par image, un peu au pif, mais de bien préparer et planifier votre action. Ici, ça se jouera avec la pose neutre de départ, et puis la pose neutre d'arrivée. Et puis, dans ces poses neutres, il se passera l'action. Donc ici, en animation traditionnelle, on utilise la touche par défaut F et G
pour passer au dessin précédent et au dessin suivant. Et puis je vous conseille à tout moment, même quand on n'a que 2-3 pauses, de toujours bien tester votre animation pour voir si ça a l'air de fonctionner. Durant cette étape, vous pouvez déjà commencer à réfléchir à votre timing. Même si vous n'avez que 2-3 pauses, je vous conseille d'imaginer votre animation dans votre tête et en essayant du coup de doser le timing pour essayer qu'il soit le plus correct possible. Pour pouvoir ajouter des frames à l'intérieur d'un dessin, on avait le raccourci plus et moins. Plus, ça ajoutait des frames à l'intérieur d'un dessin et ça aura pour incidence donc de repousser les autres dessins. Et le raccourci moins fera l'inverse. Ça vous évitera de devoir attraper à chaque fois vos clés d'animation pour les déplacer. Quand on a des poses clés qui ont l'air correctes, on peut passer aux poses qui les relient. N'hésitez pas à être généreux pour bien peaufiner et donner du caractère à votre animation. Alors quand on commence à avoir plusieurs poses comme ça et qu'on a peur de ne plus s'y retrouver, il ne faut pas hésiter à marquer les dessins pour savoir quelles étaient les poses clés et quels sont les breakdowns. Donc pour ça il faut se trouver sur un dessin, on va cliquer droit, Drawing, Mark Drawing As, Key Drawing. Si on se dit que ça c'est notre pose clé, on clique dessus et on aura un petit point rouge qui va s'afficher. Ici, moi c'est une anticipation. Mais on va le marquer comme breakdown pour s'y retrouver. On peut penser ça comme une pose secondaire. Voilà. Ça, c'était ma pose clé. Et ma pose clé. Ainsi, on va s'y retrouver beaucoup plus facilement sur notre timeline pour retrouver nos poses clés et nos breakdowns. Voilà, quand on commence à avoir un résultat qui a l'air de fonctionner, à partir de là, on peut reprendre notre puppet. Pour pas être gêné ici, je vais bouger mon animation, parce que de toute façon ici, l'idée ce ne sera pas de décalquer notre animation traditionnelle avec notre puppet, c'est plutôt une référence qu'on va garder sur le côté et de laquelle on va essayer de s'inspirer. Donc ici, moi je vais mettre mon animation sur le côté. Et je vais essayer de m'en inspirer. Ici maintenant c'est un conseil, quand on va commencer à bouger un puppet comme ça, surtout dans des poses d'action assez fortes, je vous conseille de toujours sauvegarder une pose neutre quelque part sur votre timeline. Parce que si vous partez comme ça de cette puppet et qu'au fur et à mesure de l'animation vous allez déformer puis redéformer et ainsi de suite, à la fin de votre animation, votre puppet sera complètement éclaté. Donc ici, pour être sûr de toujours partir sur de bonnes bases, je vais sauvegarder cette clé-ci. Donc cette clé neutre, je vais faire un CTRL-C et CTRL-V plus loin dans mon animation. Alors déjà, je peux refaire la même méthode que j'avais fait pour commencer mon croquis d'animation traditionnelle. C'est que je peux déjà partir de ma pose neutre de départ pour aller à ma pose neutre d'arrivée. Sauf que maintenant, au niveau de mon onion skin, ce serait intéressant de le remettre by frame pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème. Étant donné que maintenant on ne va plus bouger les dessins, on va juste mettre des clés d'animation. Donc pour être sûr que mon onion skin fonctionne bien, je dois bien le mettre en by frame. Donc voilà pour mes deux poses clés qui sont placées. Ensuite ma pose de saut. Si ici par exemple ma clé d'animation est un peu trop loin, donc mon onion skin ne va pas aussi loin, je peux bouger mes clés d'animation pour les rapprocher, le temps de faire ma clé, et puis je peux les remettre. Grâce à l'animation traditionnelle ici, j'ai déjà un bon schéma de ce que je veux faire. Ça va me faciliter grandement le travail. Avant de faire la moindre modification du personnage, toujours bien le placer au bon endroit dans l'espace et ensuite dans le bon axe. Et seulement après, je commence à faire mes modifications. Je ne dois pas hésiter à rajouter un petit peg au niveau de mon layer d'animation traditionnel avec un CTRL-P. Comme ça, je peux le bouger dans l'espace autant que je veux. Si j'ai besoin de bouger ma référence, je peux simplement l'attraper, la bouger
Comme ça, c'est plus facile après pour le modifier. Donc ici, je vois qu'il est dans un certain axe. Je vais d'abord le bouger. Voilà. Attention au bras si je dois faire une rotation. C'est important de bien réfléchir dans quel sens on fait nos rotations. Parce que plus tard, quand on va relier toutes les clés d'animation avec l'interpolation pour fluidifier le mouvement, ce sera important dans quel sens on aura tourné un élément. Alors, premier petit souci ici, quand je bouge mon modèle, je remarque que le bras qui devait être en avant, lorsque je fais la rotation, il passe derrière la tête. Ça, c'est parce que Toon Boom fonctionne avec un système multiplan. Donc chaque élément se trouve dans un certain plan de la scène. Je peux interférer avec ce plan avec le raccourci Alt et les flèches du clavier avant et arrière. Et comme moyen mémotechnique, la flèche du haut va vers l'écran, alors elle recule l'élément dans le fond de la scène, alors que la flèche du bas qui est vers vous va avancer l'élément dans la scène. Flèche du haut pour reculer un élément, flèche du bas pour l'avancer avec toujours Alt enfoncé. Ensuite, j'active le déformeur pour visualiser ce que je fais. Pas hésiter à replacer les éléments comme ma main ici qui se retrouve à l'envers. Je peux la retourner grâce à ces outils ici. C'est des outils miroirs, donc il va flipper mon dessin horizontalement ou verticalement. Ici, ce qui m'intéresse, c'est horizontalement pour replacer la main à l'endroit. Et là, du coup, j'aurai juste à bouger le pouce, voilà, pour remettre complètement ma main dans le bon sens. Alors c'est important de passer vraiment une grande partie de votre temps à faire ces poses clés. Il faut que les poses ici, le squelette de votre animation soit nickel. Donc n'hésitez pas à peaufiner votre modèle pour que la pose soit vraiment parfaite. Une fois qu'on mettra l'interpolation et qu'on fluidifiera l'animation, ce sera beaucoup plus difficile de changer et de rectifier une erreur sur 60 poses plutôt que sur 3 dessins. Donc faites attention à ça, n'hésitez pas à passer vraiment beaucoup de temps là-dessus. Et puis, comme toujours, à chaque moment, testez votre animation. Quand vous êtes aux étapes comme ça qui doivent s'abaisser et se lever, ne pensez pas trop aux pieds dans un premier temps parce qu'il faudra systématiquement les replacer. Donc c'est le truc à faire en dernier. Alors ce qui est bien en Cutout, c'est qu'on peut facilement gagner du temps. Genre là j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de faire une pose correcte où le personnage se plie avec un modèle qui n'est vraiment pas évident pour ce genre de pose. Donc étant donné qu'à la fin j'ai une pose qui est quasi similaire, ne vous embêtez pas à refaire toute votre pose. L'intérêt du Cutout, c'est de réutiliser vos poses pour les modifier un petit peu. Donc je peux récupérer ma pose basse ici qui fonctionnait en faisant un CTRL-C. Et puis je vais la replacer sur mon autre pose basse. Je vais faire un CTRL-V. Et puis je vais la replacer bien sûr au bon endroit. Et modifier ce qui a besoin d'être modifié. Ici par exemple, le sens de la tête, étant donné que là le personnage est encore porté par son élan. Ensuite, lorsque je vais sur une pose totalement différente, mais que mon personnage est déjà dans une certaine position, c'est à ce moment-ci que va me servir ma pose sauvegardée. Parce que si je devais partir de cette pose-ci pour la transformer ainsi, ce sera assez difficile de faire reprendre au modèle sa forme pour le repositionner. Ça, c'est un coup à totalement perdre son modèle. C'est pour ça que je vous disais de sauvegarder une pose neutre quelque part sur votre timeline et de faire un CTRL-C, CTRL-V pour repartir d'une pose neutre pour éviter de perdre complètement son modèle. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à exagérer un peu les poses. Ça va dépendre de la production sur laquelle vous êtes, en fonction de ce qu'on vous demande. Des fois, on permet une animation très cartoonesque, des fois, on veut vraiment une animation très réaliste. Donc, en fonction de ce qui est permis, vous allez pouvoir faire plus ou moins de déformations. Donc maintenant, mon animation Cutout a rattrapé mon animation traditionnelle.
Je n'en ai donc plus besoin, je peux le cacher. Et puis je vais encore peaufiner ces poses-là pour être sûr qu'elles soient vraiment nickel avant de faire l'interpolation. Maintenant, quand cette étape-là est entièrement finie, c'est-à-dire qu'on a des poses clés nettes, sans bug, qui fonctionnent dans le timing, dans l'espace, donc quand il n'y a rien à retoucher, à partir de là seulement, on peut penser à fluidifier son animation. Alors, l'interpolation maintenant, c'est ces outils-là. C'est un outil qui va nous permettre donc de faire des intervalles automatiques. Donc, ça va nous faire gagner beaucoup de temps si ça fonctionne. Et ça, c'est très important parce que ça va très rarement fonctionner parfaitement. Donc ça va nous faire gagner du temps. C'est-à-dire que ça va déjà préparer le mouvement. Dans des poses simples comme ça, ça a l'air de fonctionner. Pour l'utilisation de l'outil, on a donc le set motion keyframe qui lui va ajouter une interpolation par rapport à la clé que vous avez sélectionnée jusqu'à la clé suivante. Si vous voulez en mettre sur toute l'animation, il suffit de tout sélectionner, ajouter l'interpolation. Et pour retirer de l'interpolation, c'est l'outil à côté, set stop motion keyframe. Lui retirera l'interpolation. Moi, je vais y aller au fur et à mesure parce que c'est important de bien travailler chaque parcelle. Même si votre animation fonctionne bien en pose clé, lorsque vous mettrez l'interpolation, ça va tout écraser et faire un rendu très mou et qui va dans tous les sens. Parce que l'interpolation, elle est gérée automatiquement, c'est-à-dire que c'est le logiciel qui va calculer ce qu'il faut pour passer de cette pose-ci à cette pose-ci. Le logiciel n'est pas un animateur, donc lui, il n'aura pas de notion de trajectoire, de spacing, de timing, tout ce genre de choses. Lui, il va juste calculer d'une manière automatique et c'est ce qui rendra le rendu très mou et un peu bancal. Donc, bien évidemment, là, l'animation n'est pas du tout finie. L'interpolation va se travailler et le but à la fin, ce sera de ne plus du tout avoir d'interpolation pour se rapprocher d'un rendu traditionnel. Parce que l'animation traditionnelle aura un ratio de 1 dessin toutes les 2 frames. Et bien, en animation cutout, on va essayer de se rapprocher de ce rendu-là en ayant une clé toutes les 2 frames. Donc l'interpolation, elle va faire une animation en pas de 1, c'est-à-dire qu'il y aura un mouvement sur chacune des frames. Et ça, c'est ce qui va rendre ce côté très lisse et très mou. Donc le but, ce sera de casser l'interpolation. Comment casser l'interpolation? On peut soit se mettre à un certain endroit de l'interpolation en comptant déjà notre ratio d'une clé toutes les 2 frames. On peut simplement se mettre ici en plein milieu de l'interpolation et cliquer sur notre Insert Keyframe pour ajouter la clé. Si je fais ça ici aussi, et puis que j'enlève mon interpolation ici, maintenant on a un rendu traditionnel d'avoir une clé toutes les 2 frames. Si on est sûr de notre animation et qu'elle fonctionne parfaitement directement, dans ce cas-là, on peut simplement tout sélectionner. Et alors, on a l'outil ici, Create Keyframe On, qui va automatiser ce système pour éviter d'avoir à cliquer toutes les 2 frames à chaque fois nous-mêmes pour ajouter une keyframe. Donc avec cet outil-là, je peux décider de rajouter une clé toutes les 2 frames, 3 frames, je mets vraiment ce que je veux. Moi, je vais rester sur un ratio de 2 frames. Si je mets OK, il me transforme automatiquement toute ma timeline. Si bien sûr l'espace entre mes clés était impair, il m'en mettra plus que prévu. Là, c'est à vous à faire le tri. Ici, je reviens en arrière parce que moi, je ne considère pas que mon animation était finie. Ici, c'est très plat. Maintenant, il faut réussir à mettre de côté l'aspect un peu bancal et réfléchir maintenant au spacing. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'introduction à l'animation cutout pour voir un peu ce que c'était cette histoire de spacing. Mais l'idée, c'est que c'est le spacing, c'est la façon dont vous allez placer vos dessins les uns avec les autres qui va donner des effets de ralenti, d'accélération, ce genre de choses. Donc, cette pose-là doit être vue beaucoup moins longtemps que cette pose-ci, où il va vraiment prendre son élan. Donc ça, comment le dire au logiciel, c'est avec ce système de Sit Ease for multi-paramètres. Ça, c'est un outil qui va nous permettre de définir quel spacing on veut. On n'a déjà plus du tout le même rendu que tout à l'heure. Donc maintenant, ça va être le moment où il va falloir le plus regarder en boucle pour essayer de bien sentir l'animation, pour voir est-ce que ça semble crédible ou pas. Donc le jeu entre le timing et le spacing, ce sera ça qui va donner tout le caractère à votre animation et qui donnera de la crédibilité et du poids au personnage.
Si vous voulez modifier votre timing, vous n'êtes pas obligé d'attraper à chaque fois toutes vos clés pour les bouger. Ça va être comme pour l'animation traditionnelle, il suffit de se trouver à un endroit de la timeline et le raccourci plus et moins va soit ajouter des frames, soit en retirer. Si ça me semble un petit peu bizarre qu'il se relève simplement et que ça s'arrête là, je peux toujours ajouter des petits dépassements, ce genre de choses qui sont très faciles à faire en cutout pour habiller un peu mon animation. Pour faire ça, c'est assez simple. Je vais retirer mon interpolation ici. Je pars de cette peau-ci et je peux aller un peu plus loin et me dire que du coup, il y aura un petit débordement quand le personnage va se relever. Ça peut être très léger, c'est vraiment juste pour apaiser l'œil. Alors ensuite, si on regarde un petit peu au ralenti, on se rend compte qu'il y a plusieurs problèmes. Donc ça, c'est pas du tout acceptable. Pourquoi la main se retrouve comme ceci? Eh bien simplement parce que pour retourner la main, j'avais utilisé l'outil de miroir. Donc c'est comme si c'était dessiné sur une feuille de papier et que moi j'avais simplement retourné la feuille pour dire que le dessin était dans l'autre sens. Et bien du coup le logiciel, logiquement, pour arriver de cette peau-ci à cette peau-ci, il va simplement retourner la feuille à nouveau. Et donc ça donnera cet effet parce que lui est simplement en train de retourner le layer de dessin. C'est là où l'interpolation aura des limites. Donc ce sera dans les moments où on va casser l'animation qu'on pourra retoucher ce genre de choses. Donc tant qu'on est en interpolation, c'est pas grave parce qu'il y aura d'office ce genre de pétouille un peu partout. Il faut se centrer d'abord sur le gros du travail avant de venir peaufiner les petites choses. Donc tout ce genre de bug, on le laisse de côté et on se centre sur le gros de l'animation. Si ça commence à nous satisfaire, c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir peaufiner. Donc on va venir déjà casser l'animation au fur et à mesure. Donc ici ça avait l'air de bien fonctionner. Donc je peux simplement casser mon animation et continuer. Ensuite ici, ça va l'air d'assez fonctionner aussi, donc je peux simplement le casser. Et c'est maintenant que ça va un peu se gâter. Ici, mon mouvement faisait un peu n'importe quoi. Je casse l'interpolation et maintenant je vais devoir retoucher. Je peux revenir d'un bras précédent qui fonctionnait. Par exemple sur cette clé-ci, mon bras fonctionnait. Eh bien j'ai qu'à juste faire un CTRL-C et puis je vais sur la pose d'après qui buguait et je fais un CTRL-V pour récupérer cette pose de bras où tout fonctionnait bien. Et puis je le replace simplement. C'est aussi là qu'on peut voir un petit peu notre espacement aussi, parce que l'interpolation, lui de nouveau, va juste calculer du point A au point B la manière la plus efficace, mais le logiciel ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Donc ce sera à nous à replacer après le personnage pour essayer d'avoir une belle courbe d'animation pour que ça donne un rendu agréable. Alors pourquoi mon personnage clignote ici ? Ça c'est parce que pour retimer, j'ai utilisé le raccourci plus et moins. Donc pour rappel, le moins, ça venait retirer des frames à l'intérieur de clés. Et bien étant donné que je fais ceci, c'était comme pour l'animation traditionnelle. Si je viens maintenant utiliser le moins pour reculer des clés, j'arriverai à la fin de l'exposition que j'avais donnée dès le départ. Et donc ça aura pour effet de faire disparaître les dessins vu que je n'ai plus d'exposition. C'est exactement ça qui arrive au personnage. Étant donné que le personnage est composé de plein de dessins reliés entre eux dans un rig, je peux le voir ici si je viens sélectionner par exemple le nez, je viens afficher dans mon rig l'exposition du dessin et je vois qu'effectivement je n'ai plus d'exposition. Donc c'est pas grave du tout, hein, c'est pas grave. Si ça arrive, eh bien soit on fait le schéma inverse et on arrive là où on avait encore du dessin et on fait simplement plus pour être sûr de revoir bien des dessins jusqu'au bout. Soit si on a vraiment une timeline énorme, pour éviter d'avoir à appuyer 60 fois, on n'a qu'à juste se mettre à la fin et appuyer sur F5 pour remettre des dessins jusqu'au bout. Alors si je trouve que ma pose finale était un peu exagérée, eh bien j'ai pas besoin de la retoucher. Je peux simplement me mettre ici en plein milieu de mon interpolation et prendre cette clé-ci
pour la coller sur l'autre, pour atténuer ce mouvement. Parce qu'au lieu de commencer de là pour arriver là, elle commencera de là pour arriver là. Ce sera un peu plus doux. Donc je vais prendre cette clé-ci, faire un CTRL-C, CTRL-V. Attention d'être tout de suite bien retouché ici parce que quand on vient chercher dans l'interpolation où il y a déjà eu du spacing, ça aura tendance à un peu foutre le bordel au niveau de notre outil de spacing. Donc quand vous faites ça, retouchez juste derrière votre spacing. Maintenant, si je veux un petit peu peaufiner et faire un retard par exemple au niveau des cheveux, je peux directement aller au niveau de la ligne du pec des cheveux pour refaire une animation par-dessus ce que j'ai déjà, sans abîmer les clés que j'ai déjà faites. Donc je peux cliquer ici, appuyer sur B jusqu'à être sur le bon peg. Et puis je viens utiliser le Center on Selection pour ouvrir ici le bon peg juste des cheveux. Donc si je veux, je peux supprimer déjà ce que j'ai en me recentrant de nouveau que sur les poses clés. Ensuite, quand on en est à ce stade, il ne manque plus qu'à faire le clignement des yeux. Je vous conseille d'attendre vraiment la fin de vos animations pour faire les changements de regard et les changements d'yeux. Et à partir de là, comme pour les cheveux, vous venez chercher uniquement les yeux ou le visage, voilà. Et puis vous pouvez l'ouvrir dans le Center on Selection et vous dire voilà, ça c'est toute votre ligne pour le visage. Alors ça fait quelque chose de beaucoup plus propre pour décider du changement de regard, qui se fait via la librairie le Drawing Substitution. À voir la vidéo sur le changement de dessin et le Drawing Substitution. On pourra bien toute la théorie dessus. Et comme vous avez fini de faire ce que vous avez besoin de faire à l'intérieur du rig, vous pouvez refermer toutes les boîtes en appuyant sur 0. Et voilà pour les conseils et les différentes étapes pour prendre en main une petite marionnette pour effectuer une action en animation cut-out.